J'aime toujours Berlin, et je n'en aurai jamais fini avec l'énigme que l'ex-capitale du Reich, capitale aujourd'hui de l'Allemagne réunifiée, représente pour moi. Je peux passer des heures au Paris Bar ou au café Einstein, où inlassablement je confronte le spectacle de ces couples de jeunes Allemands avenants, libres, sérieux, à toutes les images de ma mémoire ancienne. Depuis 1948, je suis revenu bien des fois à Berlin, et quelques années après la chute du mur, au cours d'une croisière sur la Spree, la rivière de la ville, j'avais été saisi par l'architecture du nouveau Berlin, légère, aérienne, inventive, qui défiait le Berlin en ruine que j'avais connu autrefois et sa première reconstruction dont j'avais été le témoin, comme si l'histoire imposait à cette métropole un recommencement perpétuel. Bien plus tôt, dès 1989, j'avais découvert le Bauhaus Archiv le long du Landwehrkanal, dans lequel fut jeté le corps de Rosa Luxembourg après son assassinat. Mon ami Marc Le Sagnol, grand chasseur de traces juives en Allemagne, en Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, en Moldavie, a été le premier à leur montrer l'endroit où flottait entre deux eaux son cadavre. Je m'y rends maintenant sans en saisir toute la raison à chacun de mes séjours. C'est comme une obligation intérieure à laquelle je ne puis me soustraire. Et d'autres lieux non construits, parlant de vastes espaces abandonnés au cœur de Berlin, de part et d'autre du tracé du mur. J'étais allé à maintes reprises à Berlin-Est pendant les interminables années de la guerre froide, avec un laissez-passer, mais je n'avais jamais vu ces endroits-là, car jouxtant le mur, ils étaient interdits. Or, ces lieux vagues et vides étaient précisément, c'est ce dont je prenais conscience, ceux de l'institution nazie. Si je les avais vus avant d'avoir réalisé Shoah, je n'aurais sûrement pas été capable de les lire et de les décrypter. À cause de Shoah, mon regard était devenu perçant et sensible. Le nom de la Prinz Albrecht Straße me parlait. C'était là, et dans les environs immédiats, que se trouvaient les édifices de la terreur nazie, le Reichssicherheitshauptamt, le Auswärtiges Amt, la Gestapo, le centre du totalitarisme hitlérien. Dans un de ces terrains vagues, si on descendait quelques marches, on accédait à une petite exposition souterraine, une enfilade de quelques salles, pas grandes du tout, avec des photographies, certaines connues, d'autres moins, légendées de textes sobres et forts. Le lieu était nommé Topographie de la terreur. Je m'étais demandé quels Allemands avaient eu l'idée de cela, et j'éprouvais pour eux, sans les connaître, une sympathie vive. Le passé revivait par ces quelques salles ouvertes dans ce no man's land que personne ne revendiquait, où tout semblait possible. Je compris alors que Berlin était une ville sans pareil, car on pouvait, à travers ce paysage urbain,
déchiffrer tout le passé de notre temps, appréhender comme dans des coupes géologiques ces différentes strates, le Berlin impérial, le Berlin wilhelminien, le Berlin nazi, le Berlin allié, le Berlin rouge communiste, qui coexistent, se conjuguent, se fondent en quelque chose d'unique pour l'histoire du XXe siècle. Pour moi, il y avait là une sorte de miracle mémoriel, un fragile miracle qu'il fallait préserver à tout prix. Je pensais que si les concepteurs et les architectes du nouveau Berlin voulaient assumer leurs responsabilités devant l'histoire, ils ne devraient pas toucher à cela, mais garder au contraire un vide au cœur de la ville, ce trou que par-devers moi j'appelais trou de mémoire. Je me souviens avoir discouru là-dessus au cours d'un colloque, sans aucun espoir, car les promoteurs immobiliers ont le dernier mot, et le plein l'emporte toujours, Mon trou rêvé n'existe plus aujourd'hui, c'est la nouvelle Alexanderplatz, avec son architecture futuriste, souvent admirable. Voilà.